Bexit, bonsoir. Bonsoir le public, vous êtes incroyables, merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette très belle émission. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Bienvenue à celles et à ceux qui nous regardent en direct sur Twitch. Bonsoir, bonjour aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous accueillir dans cette très belle émission. Comme chaque jeudi, on va avoir le plaisir de commencer avec un Before, le Before de Bexit qui cette semaine est sponsorisé par trois magnifiques boîtes. C'est Fairness, Multi et Télescope. On va en parler puisque autour du plateau, je suis pas tout seul, je suis avec Hélène. Salut Hélène. Salut Jean. Hélène, toi tu es Product Owner chez Fairness. Je m'occupe des produits numériques chez Fairness. Ok, d'accord. On a avec nous aussi Johan, salut. Salut. Salut, bienvenue. Johan, toi tu es Product Owner également, mais chez Multi. C'est ça. C'est ça. Et on est avec Alice, qui est développeuse chez Télescope. Exactement. Et en visio, on est aussi avec Maxime, qui est dev, lui aussi, chez Télescope, et qui va nous rejoindre. Chers amis, vous venez ce soir sur le plateau de Bexit parce que vos trois boîtes, elles ont une particularité, c'est que ce sont des coopératives. On va en parler, le modèle coopératif. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce qu'elles font, vos boîtes? Parce que moi, je ne connais pas Fairness. Qu'est-ce que ça fait, Hélène? Ça fabrique Internet. On te remercie d'ailleurs. Oui, c'est pas mal. Hein, c'est pratique, ça sert à quelque cool. chose. Non, en gros, chez Fairness, ce qu'on fait, c'est on fait de l'éco-conception de services numériques un peu complexes. Donc, en gros, on fait souvent des logiciels métiers, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire des sites vitrines, plutôt des logiciels métiers un peu complexes. Okay. Et l'éco-conception, ça fait partie du numérique responsable. C'est remettre le numérique comme un outil, plutôt au service des utilisateurs, et pas le but du jeu, c'est asservir les utilisateurs dans beaucoup d'endroits. Et donc, le but du jeu, effectivement, c'est de faire un numérique qui soit soutenable, donc qui est un outil. Écologiquement, socialement? Écologiquement, socialement, éthiquement. Les questions de data, Multi sont meilleurs que nous sur les questions des data, mais effectivement, les questions d'éthique et puis l'impact du numérique sur l'environnement, on fait ici. Et du coup, les logiciels que vous faites, vous les vendez à quel genre de boîte? Alors, c'est l'avantage de la coopérative, on en reparlera, mais on choisit. Choisit ses clients. On décide collectivement et démocratiquement aussi. On va en parler. Ok, d'accord, mais tout un tas de... Plutôt service public, effectivement, surtout des clients qui favorisent la transition. En général, on choisit les gens avec qui on a envie de passer du temps et pour qui... Ok, donc ça, c'est Fairness. Johan, Multi, ça fait quoi? Multi, nous, parle bien dans le micro. On outille le secteur public. En fait, on crée des logiciels libres. Ok. Voilà. Logiciel libre, tu nous rappelles... rapproche-toi bien du micro, parle vraiment dedans parce que... Ouais, les logiciels libres, en fait, c'est des logiciels que tout le monde peut utiliser, réutiliser. Open source, c'est un autre mot aussi pour le dire. Il n'y a pas de brevet dessus, c'est ça. Ouais. Okay. Et en fait, les administrations ont l'obligation d'ouvrir leur code et leurs données. Donc, en fait, on les aide à faire ça. Voilà. Ok, d'accord. Et Télescope, alors, Alice, qu'est-ce que vous faites? Alors, Télescope, on est une coopérative de développement qui, dans ce café aussi, on fabrique des sites internet. Donc, ça peut tout aussi bien être des outils métiers comme Fairness que des sites vitrines. Et on choisit au cas par cas, effectivement, on fait beaucoup pour du service public et aussi pour des assos. On peut s'arranger parfois sur les tarifs parce qu'on considère que le projet de l'asso là il est cool et que on participe. Mais donc ils viennent en disant on est sur un site web pour faire ça et puis nous on leur fait un site web pour faire ça. Et donc ce sont des coopératives. Alors moi coopérative, je connais le truc où on met en commun les grains de raisin pour faire du pinard. Ouais, les coopératives viticoles. Ouais. Non, ça j'ai l'idée. Vous êtes dans le numérique. En vrai c'est quoi une coopérative, Johan? Nous, on travaille dans un type de coopérative, que sont les coopératives de travailleurs. Effectivement, tu parlais des coopératives viticoles, c'est les plus connues. Moi, je viens du sud de la France, dans tous les petits villages de l'Hérault notamment, il y a des coopératives, ces grands bâtiments. Et en fait, ça, c'est plutôt les coopératives de consommation, c'est un autre type, mais le principe reste le même, c'est le partage équitable de la valeur. Okay. Et en fait, quand on voit ces vieux bâtiments, les coopératives viticoles, ça nous renvoie à cette image très ancienne des coopératives. Et en fait, les coopératives, c'est... cette histoire du mouvement ouvrier, donc les coopératives, ça date du début, de la fin du 19e. Ça a vraiment pris son essor entre les deux guerres, principalement. Et en fait, nous, on est là aussi pour passer comme message que c'est une histoire assez ancienne, les coopératives, mais qui sont des solutions anciennes, mais à des problèmes très modernes, en fait. Parce que moi, je vois ce que c'est qu'une association loi 1901, comme on dit, donc un truc à but non lucratif. C'est même interdit par la loi de répartir de l'argent entre les membres. C'est le principe d'une assoce. Je connais l'entreprise, la bonne vieille, SAS, SARL, capitaliste au sens premier. La coopérative, ça se place comment? On fait de la thune. Hein. Du coup, c'est quoi la différence? On est là pour gagner de l'argent. Par contre, on est là pour faire en sorte que... c'est une socialisation, si tu veux, socialisation des moyens de production. C'est-à-dire que personne est propriétaire de la boîte. Il n'y a pas de part d'une entreprise. On a des parts sociales quand on est coopérateur. C'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser
en fait, l'outil de production. Alors, c'est vrai que quand dans le numérique, on a 2 ordis et 3 cerveaux et un routeur, quoi. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on a le droit d'utiliser les outils de production et chacun, avec son travail, va générer de l'argent et à la fin, on répartit les bénéfices. Mais il n'y a personne qui va se dire « j'ai investi au départ, filez-moi de la thune ». Il n'y a pas de... Chacun... D'accord. Ouais, Il n'y a pas de capital au sens de j'ai acheté des actions qui me donnent droit de toucher tant % des bénéfices. Ouais, et on ne peut pas la revendre non plus, tu vois. D'accord, ok. Mais du coup, ça marche comment au quotidien? Parce que ça, je sais pas, il y a un côté 68 arts, salaire unique, tout le monde est... Non, j'en sais rien, je sais pas. Forcément, hein. Ça marche comment, Alice? Alors, il y a plusieurs manières. Une fois qu'on a défini ça légalement, on peut faire choisir plein de choses dans des statuts. Donc, il y a aussi des statuts, comme pour une association, il y en a dans une coopérative. Et donc, je peux parler de Télescope parce que vas-y, parle de Télescope. Ça va varier pas mal d'une coopérative à l'autre. Chez Télescope, on pratique l'holacratie. Donc, qui a été... On en a parlé la semaine dernière avec type l'holacratie. Alors, explique-nous. C'était très, très drôle de voir ça. Mais donc, la manière dont on pratique chez Télescope, on définit des rôles pour différents aspects de l'entreprise, des tâches qu'il y a à faire. Et ces rôles-là, c'est pas il y a machin qui est responsable et ensuite les autres, ils s'y touchent pas du tout. Si je prends un exemple, on peut avoir le rôle de finance. Il doit éditer les factures et s'assurer qu'elles soient payées par les clients derrière. Donc on peut dire c'est le service financier et puis ensuite on s'en occupe plus. Non, chaque mois on a une réunion de triage qui permet à la fois de passer en revue les nouvelles de l'entreprise sur où en sont les projets, etc., la compta, et prendre des décisions. Donc n'importe qui peut poser des questions ou suggérer des décisions, y compris aux gens dont c'est le rôle. D'accord. Et en fait c'est simplement la personne référente sur le sujet des factures. Et tous ces rôles-là, on les définit dans des réunions de gouvernance qui sont régulières ils peuvent tourner. Donc en fait, régulièrement, on a aussi j'en ai marre de m'occuper des factures. Est-ce que c'est pas machin qui, enfin pas forcément machin directement, mais est-ce que quelqu'un veut récupérer ce rôle-là Et donc il y a le rôle des factures, il y a le rôle de animer les réunions pour que ce soit dynamique. Et en parallèle, toutes les décisions de fond. Elles sont à chaque fois discutées en triage et ça nous permet à la fois d'être très démocratique et très transparent parce que les sujets sont discutés, il y a des points régulièrement et en même temps d'être efficace parce que tout le monde n'a pas besoin de tout comprendre sur comment ça fonctionne la facturation pour que l'entreprise fonctionne et que tout soit discuté. On considère qu'on fait confiance à la personne dont c'est le rôle et dès qu'on ne fait plus confiance sur un point, on lui pose une question et il doit répondre et si on a une suggestion, on a fait... Du coup, on est avec Maxime aussi de Télescope qui est en visio avec nous. Maxime, salut. Merci à toi aussi d'être avec nous pour nous parler de ce modèle coopératif que du coup on découvre grâce à vous. Mais juridiquement, du coup, ça fonctionne comment? C'est une entreprise comme une autre? Comment ça fonctionne? Ouais, bonjour à tous. Bonjour Jean, merci de nous accueillir. Il y a quelques conditions assez simples pour être une coopérative. Déjà, il faut être au moins 2 personnes. Le principe général, c'est que la coopérative appartient aux salariés. Donc, les salariés doivent avoir au moins 51% des parts et au moins 65% des droits de vote. On peut avoir des actionnaires externes, mais les salariés sont majoritaires. C'est un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire que l'instance supérieure, c'est l'Assemblée générale, comme pour une association loi 1901, et que toute personne qui a des parts a une voix, quel que soit le nombre de parts. Donc, si une personne a 80%, elle a autant de pouvoir légal que la personne qui a 1% des voix. Et le dernier point, c'est sur la répartition des bénéfices, donc une part de justice où légalement, on peut faire 3 choses avec les bénéfices en fin d'année. La donner aux salariés, la laisser dans l'entreprise pour les réserves et la donner en dividende aux actionnaires. Et les actionnaires doivent avoir moins que ce qu'on laisse dans l'entreprise et moins que les salariés. Et en pratique, en général, c'est 50% pour les salariés, à peu près 35% qu'on reste dans l'entreprise et moins de 15% en dividende. Contrairement à, par exemple, une entreprise de CAC 40 où ce sera plutôt 50% en dividende. D'accord. Parfois même 0% pour les salariés. Mais du coup, c'est hyper encadré, je sais pas, il y a un tampon de l'administration. Est-ce que tout le monde peut créer une coopérative? Est-ce que c'est un modèle sur lequel c'est hyper emmerdant, il faut remplir 20 papiers? Ou est-ce que c'est faisable pour n'importe qui? C'est pas très compliqué, il faut remplir quelques papiers. Le mieux, c'est de se faire accompagner par l'Union des scopes. Donc en général, ça marche par région, donc l'Union régionale des scopes, qui fait ça très bien.
Et ensuite, il y a un peu un tampon, c'est-à-dire qu'il y a une révision coopérative. Il y a quelques entreprises qui ont le droit de vérifier qu'on a un fonctionnement coopératif. Et chaque année, on peut, au moins tous les 5 ans, on a une révision coopérative, mais elle peut être faite chaque année pour vérifier qu'on fonctionne bien comme une coopérative avec un fonctionnement démocratique, qu'on répartit bien, qu'on a des statuts conformes, qu'on répartit bien les bénéfices. Hélène, tu as parlé d'éthique tout à l'heure, ça a l'air d'être un truc assez central dans le mode de fonctionnement. En fait, pourquoi est-ce qu'on choisit un modèle coopératif ? Pourquoi, alors qu'on pourrait en choisir un autre, tu vois ? C'est vrai que nous, on est un peu particulier parce qu'on est dans le numérique. Je pense qu'on a tous été un peu traumatisés par les grosses ESN que je ne nommerai pas. Les ESN, c'est les entreprises de services numériques qui sont des mastodontes bien connus. Et on passe tous par là. Qu'on embrasse, évidemment, c'est pas le sujet. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était de se dire que, l'air de rien, qui produit la valeur dans ces boîtes-là, c'est les gens qui travaillent et qui développent, en fait. C'est les devs, quoi. Et il y a quand même beaucoup d'échelons au-dessus qui sont une valeur ajoutée qui est parfois un petit peu contestable. Et donc, l'idée, c'était de se dire, il n'y a pas de raison, en fait. C'est nous qui faisons le taf. Je vois pas pourquoi est-ce que ce serait d'autres gens qui bénéficieraient financièrement de ce travail. Donc voilà, c'était un peu l'idée de départ. D'accord, ok. Et puis l'idée, c'est effectivement de se dire qu'on gagne énormément de temps aussi avec le fonctionnement transparent qu'on peut avoir. Alors, moi, j'ai bossé un peu dans les services RH aussi, avant le produit. Et c'est vrai qu'il y avait un peu les suppositions de machin gagne-temps, l'augmentation, la prime bidule, il a mieux négocié et tout. Et en fait, là, comme tout est transparent, tout le monde sait qui gagne combien. Tout le monde sait qui gagne combien, tout le monde sait qui est à quel taux journalier, qui gagne quoi chez quel client paye pas. Donc en fait, il y a une forme de transparence qui fait que à la fois, on a tous un peu potentiellement le stress quand il y a un gros client qui paye pas. Donc c'est un peu réparti. On répartit le stress. Mais en même temps, il n'y a pas de supposition, de bruit de couloir, de machin, et qu'on s'attaque tout de suite à des sujets qui sont plus fondamentaux. Et qui permettent aussi d'avancer ensemble. Après, c'est vrai qu'il y a des frictions. L'avantage dans une coopérative, je dirais qu'on a accès à toute la boîte. Et l'inconvénient, c'est qu'on a tout accès à tout et que tout peut être sujet à débat. Mais parce que Hélène parle d'efficacité. C'est vrai que spontanément, quand on connaît pas vu de l'extérieur, ça a l'air de transpirer la réunionnite permanente. Là, on redébat de tout le temps, etc. C'est pas tant ça, Johan. Non. Ouais, justement, le fait qu'il y ait du collectif, ça permet de partager tout ce travail-là, parce qu'en fait, tu parlais des OSN, Hélène, en fait, de plus en plus, on se retrouve à avoir des micro-entreprises, des auto-entrepreneurs. C'est plutôt ça le modèle qui se développe. Ouais, c'est vrai. L'ubérisation dans notre secteur qui est le numérique, mais dans tous les secteurs. Et en fait, tu te retrouves à gérer tout seul le client, la pression administrative, tout ça. Et en fait, retrouver du collectif, pour nous, c'est ce qu'on cherchait. Pour moi, c'est ce que je cherchais. Et ça permet d'alléger cette pression et ce travail, en fait. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat comment vous gérez une personne qui apporte rien à l'entreprise. Ça peut arriver dans un collectif comme dans un autre. Il y en a un, franchement, ça le fait pas et tout. En termes de RH, dans une coopérative, de fait, un salarié a la vocation à devenir associé, à devenir gérant de l'entreprise. Donc déjà, au recrutement, le principe même que quelqu'un veut participer, rejoindre une coopérative, ça veut dire qu'il est intéressé par ce principe-là, en fait. D'accord, mais ça répond pas à ma question, parce qu'il peut être un mauvais développeur, tu vois, ça empêche pas. Ça, comme dans toutes les Et du coup, on en parle démocratiquement, Non, je sais pas. Alors, il y a une question d'échelle, clairement, il y a des très grosses coopératives, nous, on est plutôt dans les coopératives, des petites entreprises, quoi. Donc, ça se gère assez naturellement du fait de la taille. Nous, on est moins de 10 salariés, donc on en discute. La communication, elle est relativement simple, mais on reste comme une entreprise classique avec des dirigeants, des dirigeantes. D'accord. Donc, quand même, statutairement, il y a forcément un président. Donc, il y a une hiérarchie quand même, mais elle est décidée collectivement. C'est ça la différence. C'est ça. Le président, la présidente, ils sont élus démocratiquement par l'Assemblée générale. Il y a un problème. Révocable, clairement. Statutairement, nous, c'est notre cas. Et donc, ça peut se décider comme ça. Et après, nous, ça nous est jamais arrivé d'avoir un problème qu'on ne peut pas gérer avec l'équipe en salariat. Ça ressemble à quoi de bosser dans une coopérative avec quelqu'un dans le chat qui demande est-ce que vous embauchez des stagiaires, des CDD, des intérimaires, comme une boîte? Non. Oui, complètement. C'est pas. Ok. Alice. Tout on est en CDI. C'est pareil. En fait, à part les aspects de gouvernance de l'entreprise et ces histoires, les règles qu'on a déjà dites sur la valeur, sur les statuts, etc. Ensuite, on est une boîte, on peut signer une convention de stage. Ensuite, le reste est pareil, en fait. D'accord, ok. Puis, vous allez au boulot tous les matins. Ça reste un boulot, je veux dire. C'est pas. Oui, l'activité principale de ce qu'on fait, c'est notre métier et c'est notre poste. Maxime, est-ce qu'une entreprise qui n'est pas une coopérative peut décider de le devenir ?
On peut changer ? Ouais, tout à fait. L'URSSCOP, encore une fois, est un très bon allié. Et ils ont plein de conseils pour ça. C'est pas très très compliqué, en fait, il faut juste changer ses statuts et respecter les mêmes conditions qu'on a vues avant. Et ça arrive, il y a aussi des aides légales, donc je ne connais pas trop le détail, mais pour des entreprises qui sont en risque de faillite pour que ça soit racheté par les salariés, transformé en coopérative. Ouais. Ça existe tout à fait. Ça existe effectivement, je te complète, parce qu'on a déjà vu effectivement des salariés proposer de racheter eux-mêmes leur propre entreprise. Par exemple, à un moment où elle a des difficultés, ça peut arriver. Vous savez, parfois on entend beaucoup aux infos, quand on parle de politique, on cherche un repreneur. Parfois, ça arrive que les salariés reprennent eux-mêmes leur propre boîte en disant on va la transformer en coopérative, on va trouver des partenaires qui vont nous aider à financer et on va repartir sur un autre modèle. Et il y a aussi des transmissions d'entreprises, ça existe. Le départ à la retraite du gérant historique qui était actionnaire parfois même unique, une SARL à la papa, quoi, et qui dit ma boîte, qu'est-ce qu'elle va devenir sans moi ? Vous savez quoi, je vais la filer en fait à mes salariés, ils vont la continuer et ils vont décider ensemble de faire une coopérative. Ça existe aussi. Donc c'est possible en tout cas de passer de l'un à l'autre. Parlons pognon. Parlons pognon. On a parlé tout à l'heure de répartition de valeur dans l'entreprise. En ce moment, on parle beaucoup de valeur. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui va arriver, paraît-il, Emmanuel Macron l'a appelé de ses voeux, sur la répartition de la valeur dans l'entreprise. Une coopérative, mettons qu'elle fasse une bonne année. Elle a dégagé des bénéfices. C'est quoi ? C'est une AG où vous allez collectivement discuter de savoir combien on va se mettre dans la poche à nous collectivement, combien on va remettre dans l'entreprise pour investir et comment ça fonctionne. Il y a vraiment ces débats-là d'ailleurs, Hélène ? Ouais, carrément. Et ça s'engueule, enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas d'accord. Ouais, souvent on se dit, est-ce qu'on se le met dans la poche ou est-ce qu'on le remet dans la trésor, quoi, en gros, pour réinvestir. Parce que c'est vrai que en fait, les trois tiers qui ne sont pas vraiment des tiers, en fait, c'est la première chose, c'est la part travail, en fait, c'est vraiment pour les salariés. Et là, on est obligé. Statutairement, c'est quoi ? C'est 25 minimum ? Non, c'est 33. 25, ouais. Après, il y en a une autre qui est obligée. On remet dans la trésor de la boîte pour effectivement pour la mettre sécuriser. Un peu de côté. Et de l'autre côté, c'est à discrétion de ceux qui ont mis effectivement au départ donc des coopérateurs officiels. Parce qu'il y en a qui peuvent être salariés, pas coopérateurs. Et en fait, le truc, c'est que nous, par exemple, la part coopérateur, les dividendes, quoi, en gros, elle est à 0, par exemple. Et donc, on doit dire qu'est-ce qu'on met dans la trésor de la boîte et qu'est-ce qu'on met chacun dans sa poche, quoi, en gros, en participation. Et le truc, c'est que souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la répartition même avant d'avoir le chiffre exact du chiffre de l'année. Ok. En disant, voilà comment on fait la répartition, voilà comment on a envie de répartir aussi la valeur du travail. On peut le décider et avant. En fonction des chiffres, c'est plus ou moins bien. Mais après, on est au courant de l'année qu'on est en train de faire et on n'est pas vraiment surpris puisque de toute façon, tout est transparent et qu'on est en live savoir combien il y a sur le compte. Sur la participation, il y a pas mal de règles. Là, quand on dit quelle partie va pour se mettre dans la poche, et dans la poche, c'est aussi assez réglementé. On peut pas... Si on était plus gros et qu'il y avait un manager, on ne pourrait pas négocier avec le manager d'avoir un peu plus de participation que son voisin, parce qu'en fait, il y a une règle qui est dictée, qui doit être simple, donc ça peut être au prorata du temps de travail ou au prorata des salaires, mais ça ne peut pas être machin il attend. Il y a un accord de participation qui est encore en amont, donc au sein de la partie qui va pour les salariés, comment on la répartit, et ça ne peut pas être n'importe quoi. Ça fait forcément une transparence et une forme d'égalité. C'est pas forcément tout le monde le même montant, mais la répartition, elle doit être claire et... Oui, du coup, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a de la concurrence entre les coopérateurs pour savoir lequel aura la plus grosse répartition ? Non, parce que tout le monde sait à l'avance. S'il veut plus de répartition, il travaille plus. Et ça, en fait, ça fait plus pour tout le monde à la sortie, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Ça, c'était le schéma où l'entreprise gagne du pognon. Bravo à elle. Qu'est-ce qui se passe si c'est la merde ? C'est pas ouf. En ce moment, il y a pas mal de boîtes qui doivent rembourser leurs prêts garantis par l'État, etc. C'est pas simple. Dans une coopérative, qu'est-ce qui se passe s'il y a un trou à la fin de l'année ? Tout le monde doit remettre au pot ? Comment ça fonctionne ? Non, vous savez pas, vous n'êtes pas dans la situation, vous avez trop de pognon. Mais, non, Hélène. Non, mais alors, c'est marrant déjà parce que effectivement, avec la crise Covid par exemple, il y a eu des études qui sont sorties sur le fait que les coopératives ont beaucoup mieux tenu le choc. Ah ouais. Ouais. C'est intéressant ça. Ça marchait. En fait, c'est plus résilient. C'était beaucoup plus résilient en fait que d'autres modèles de boîtes. Et surtout, non, en fait, ce qu'on fait quand ça va moins bien, potentiellement. Alors, si on est en négatif, j'imagine qu'on va chercher des prêts. Potentiellement à la CGScope, effectivement, il y a ce moyen aussi d'entraide entre coopératives. Ça arrive aussi que potentiellement, en fait, on est tous autonomes, on est autogérés, chacun gère sa vie, et en même temps, il y a une grosse coopération entre les coopératives. D'accord. On travaille ensemble. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. J'allais vous demander. Vous parlez, vous connaissez, vous êtes connaît. Concurrents sur le marché. On n'est pas concurrents en fait. Ah ouais. On coopère vachement. On va se refiler du taf.
Celui qui a l'appel d'offres, il est content plus que les autres, non? En fait, les appels d'offres, on répond ensemble. Ah oui, d'accord. Nique le capitalisme. C'est comme ça. Non, mais oui. On a un objectif commun, allons-y. D'accord, ok. Donc en fait, non, l'idée, c'est qu'effectivement, on coopère entre nous, on s'associe de façon opportuniste en disant, il y a tel appel d'offres, notamment sur les services publics, qui est intéressé par la question. On se retrouve à 8, 10 scopes et on y va ensemble et on gagne en face de grosses que je ne nommerai pas. C'est ça, l'ambition, c'est l'ESN, c'est aussi de pouvoir être pesé autant, parce qu'on est toutes petites entreprises, mais bis bout à bout, on peut... Ouais, ça peut ressembler à quelque chose d'assez sérieux, ouais. Venez. Ok, d'accord. Il faut qu'on soit plus nombreux encore. Il y a quand même un... J'aimerais juste compléter. Vas-y, Maxime, vas-y. Ouais, sur ce qu'a dit Hélène, sur le fait que les coopératives tiennent mieux en période de crise, je pense qu'il y a différentes choses. D'abord, légalement, on est obligé de laisser au moins 15% des bénéfices dans l'entreprise, et en général, c'est plutôt 30%. Et il y a aussi le fait que, comme en fait, en général, les coopératives ont un fonctionnement très transparent, et c'est le cas chez nous, c'est que, comme on connaît les finances d'entreprise, quand il y a des difficultés, on les connaît à l'avance, on peut les anticiper, et c'est beaucoup plus facile aussi, quand il y a des problèmes, d'accepter tous de baisser notre salaire temporairement, parce qu'on sait que la veille, l'année d'avant, il n'y a pas de difficultés parce que l'actionnaire a tout pris. C'est parce qu'on a eu des difficultés dans notre travail collectif, et donc ça passe beaucoup mieux en fait. Ouais, et justement, tu as parlé d'actionnaire. La grande particularité d'une coopérative, c'est qu'un actionnaire ne peut pas, quel que soit le montant d'argent qu'il arrive dans l'entreprise, il n'aura jamais plus qu'une seule voix. En fait, c'est une personne, une voix. Et ça, du coup, est-ce que c'est pas un défaut? Parce que du coup, comment est-ce qu'on investit dans une coopérative si ça rapporte rien? Hélène, c'est pas des masses en vrai. Bah oui, c'est un peu les limites du modèle, c'est que c'est compliqué de financer. Non, mais on n'a pas envie, en fait. On a envie que ce soit nous qui soyons propriétaires de notre outil de travail et que ce soit les gens qui travaillent vraiment dans la coopérative qui prennent les décisions, qui se répartissent les bénéfices à la sortie. Donc clairement, il n'y a pas d'intérêt pour quelqu'un d'extérieur de mettre 100K sur la table en disant bon allez, super. Je prends vous, je vais gagner plein de pognon dans 2 ans. Non, en fait, non. En fait, c'est nous qui allons décider. Il y a 10 coopérateurs en face, c'est le groupe qui va décider de quels sont les clients vers lesquels on va aller, quelles sont les décisions, parce que de toute façon, il sera minoritaire, il n'aura pas plus de poids parce qu'il aura mis l'argent au départ. Donc ça n'a aucun intérêt. Et en plus, on ne peut pas faire... Enfin, il n'y aura pas de pourcentage à la sortie. C'est-à-dire que les parts sociales qu'on achète au départ, elles ont la même valeur quand on s'en va. Et puis au demeurant, si vous avez besoin d'argent, ce qui peut arriver, vous pouvez toujours aller faire un prêt à la banque comme tout le monde. Le crédit est possible. Le banquier, il retrouvera son argent parce qu'il y a un contrat de remboursement. Et donc voilà. Mais effectivement, l'actionnariat du coup devient très différent. Est-ce que chacun, vous pouvez me dire ce qui vous a donné envie de travailler dans cet environnement coopératif? Est-ce que c'était un choix de votre part, une volonté, ou est-ce que vous avez envoyé un CV, vous avez été embauché et puis on vous a dit au fait on est une coopérative, tu vas pouvoir voter? Non, moi, je l'ai monté. Toi, tu l'as créé, d'accord. Donc, c'est une volonté de ta part OK. En fait, tu aurais pu créer une SAS, une SARL et tout, et tu t'es dit non, on a transformé une SAS. C'est le modèle que Maxime décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on était une SAS standard, une agence web, classique, logiciel métier complexe, tout ça. Et en fait, on a basculé dans le format coopératif parce qu'en fait, on avait déjà une forme de gouvernance assez horizontale, on partageait beaucoup d'informations, donc le gérant n'avait pas forcément de mainmise particulière ou de savoir ou d'informations qu'il ne voulait pas partager. Donc vous avez mis les statuts en cohérence avec en fait la pratique. Voilà, c'est ça. Et on a pris un modèle administratif qui correspondait plus à la façon dont on fonctionnait en interne. Et voilà. Ok, d'accord. Alice? Alors moi, je suis parmi les 4, je suis la seule qui suis vraiment juste arrivée dans la coopérative. Et tu le savais que c'était une coopérative quand je l'ai su, je crois que je l'ai su dans l'annonce. Je cherchais pas spécifiquement en coopérative, mais je cherchais plein de trucs que j'aurais eu du mal à trouver autrement. Parce que j'avais commencé ma vie professionnelle pendant le Covid et je m'étais tout de suite été en télétravail. En fait, j'étais assez attachée au télétravail. Donc je cherchais ça. Je voulais pas travailler pour n'importe quelle boîte qui fait n'importe quoi. Donc je voulais pas forcément moi avoir un regard, mais que je sois d'accord quand même. Donc tu cherchais quand même des garanties d'éthique. Voilà, je cherchais des garanties d'éthique, des garanties de flexibilité, que ça se passe bien dans un environnement tout cocon, et que du coup, si je peux pas expliciter mon besoin particulier, il n'y a aucune raison que ce soit comme ça que ça se passe. Et donc, quand j'ai trouvé l'annonce que j'ai trouvée sur Facebook, vraiment, c'était dans des groupes d'ingénieurs éthiques, vraiment, c'était le petit réseau, quoi. À ce moment-là, il se trouve que c'était une coopérative et c'était pas tout à fait surprenant, mais j'aurais pas trouvé toute seule les clés de les chercher, de chercher avec la clé coopérative, mais
ça ne m'étonne pas, maintenant que je sais ce que c'est bien, que ça a été de pair, quoi. Est-ce que ce serait pas un peu un truc de communiste? C'est une question qui est posée dans le chat. Non, c'est pas un truc de gauchiste, les coopératives? En tout cas, c'est un truc d'anticapitaliste. Ouais, non, mais explique-le-nous, Maxime, ça m'intéresse, parce que du coup, c'est oui, on parlait tout à l'heure de mise en cohérence de ces valeurs et de ces méthodes de travail. On a parlé même de socialisation des moyens de production. Quand même sur le centre du marxisme. Maxime, c'est quoi? C'est un modèle, c'est une volonté d'un modèle particulier. Toi aussi, tu as postulé dans une coopérative parce que tu voulais bosser comme ça? Ouais, moi je l'ai créé. Je cherchais aussi pas mal de contraintes que j'ai pas forcément trouvées dans des entreprises que je cherchais, donc j'avais décidé de créer l'entreprise. Et en effet, en fait, dans les statuts, pas légalement, une coopérative c'est forcément un fonctionnement démocratique puisque c'est une personne une voix et c'est majorité des salariés, et c'est anticapitaliste parce que c'est pas le capital qui a le pouvoir, c'est pas parce qu'on est arrivé en premier et qu'on a plus d'argent qu'on a le pouvoir, c'est parce que on a les travailleurs. Travail dans l'entreprise qu'on a le pouvoir. Donc politiquement, c'est un choix fort aussi, c'est sûr. Et toi, Johan? Moi, j'étais freelance en fait à la base, donc comme je disais tout à l'heure, et j'ai eu la chance de rejoindre une entreprise qui n'était pas encore une scope, mais je me destinais pas à l'entrepreneuriat. J'étais un salarié au départ. Et en fait, avec le temps, je me suis retrouvé à faire de la gestion et de transformer, comme l'a dit Hélène, comme le cas de Fairness, multi, et c'est devenu une coopérative alors qu'on était juste une SAS. Donc ça a été très, très facile à faire. Et moi, ce qui m'a plu, c'est de retrouver le collectif et de donner un peu un sens, pas seulement au travail qu'on fait, mais à l'outil de travail, comme disait Hélène, sur comment on travaille en fait aussi. Non, mais c'est intéressant et ça a particulièrement. Encore une fois, je reviens sur le cliché dont je parlais. Tu en as parlé d'ailleurs de l'histoire de la coopérative ouvrière, de la coopérative agricole. C'est historiquement très identifié. Le numérique, on pourrait spontanément penser que c'est un modèle qui n'est fait que pour des grosses boîtes. On parle des GAFAM, on parle etc. Et en fait, vous démontrez que, en fait, non, des devs peuvent se réunir en coopérative dans tous les secteurs. Ouais, notamment les livreurs à vélo, qui est un secteur très ubérisé parmi d'autres. Hein. Mais il y a une fédération coopérative qui s'appelle CoopCycle. Ils développent une plateforme qui permet localement, dans différentes villes, de créer des fédérations, des coopératives de livreurs à vélo qui s'organisent. Et ce qui leur manquait, c'était l'outil de travail, c'était la plateforme en alternative aux concurrents, qu'on ne citera pas. Mais ça, c'est possible. Donc, ça permet à ces livreurs à vélo de se salarier. Donc, c'est vraiment important de garder ses droits. En fait, les coopératives, elles se sont créées aussi à une époque où les droits du travail étaient très limités. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui à devoir retrouver en fait ces droits-là qu'on est en train peut-être de perdre dans certains cas. Et voilà. Donc les coopératives, c'est aussi un moyen de résister à ça. Et du coup, je reviens sur le côté très business pour le coup, mais une coopérative, elle est concurrentielle sur le marché. Elle peut proposer des services à des prix attractifs. Parce que là aussi, j'essaie de réfléchir aux contre-arguments qu'on pourrait avoir de gens qui disent mais nous, on est vachement plus efficace, on propose des tarifs incroyables. Les coopératives, vous arrivez à aligner des tarifs à vos clients qui sont... Il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. Donc en même temps, quand tu n'as pas 3 salaires à payer au-dessus du tien, en fait, les costards cravates, c'est eux qui coûtent cher. En vrai, ouais, on est concurrentiel et oui, on réussit totalement à s'en sortir. Il y a le BTP, il y a l'immobilier, il y a plein de types de coopératives qui existent aujourd'hui. Et en fait, c'est un modèle qui fonctionne. Trouvez des potes et faites-en. D'ailleurs, je ne veux pas dire de conneries, mais c'est aussi possible que le client soit même pas au courant que c'est une coopérative. En fait, lui, il signe un devis, il paye une facture. En fait, ce que devient son pognon, il y a... Il n'y a pas de contrainte pour le client. Oui, le client, il n'y a aucune contrainte. C'est juste une boîte comme une autre, il y a un contrat, merci, au revoir. Quoi. Donc, ok, d'accord. Un mode de fonctionnement qui n'impacte pas du tout la façon dont on travaille avec les clients. Okay. Après, on choisit un peu où on est concurrentiel. Je reprends ce que je disais pour Télescope. Nous, on est très concurrentiel pour les petites assos environnementales, et puis on n'est pas concurrentiel. On est concurrentiel aussi, mais on est beaucoup moins, plus cher. On choisit nos prix pour des entreprises qui sont plus grosses et pour lesquelles tel projet nous plaît bien. Mais la raison d'être est moins éthique, donc on n'a pas envie de les aider particulièrement. Et donc là, on va dire, vous pouvez raquer. Mais on reste pas mal. On reste quand même bien par rapport aux prix qui se font. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, que vous décidez de vos clients. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, vous décidez de là où vous voulez mettre de l'énergie. C'est-à-dire que si vous voulez développer une offre qui va s'adresser à des assos parce que vous avez envie de bosser pour des assos, c'est là que vous allez mettre collectivement de l'énergie, de l'envie, que vous allez aligner vos prix pour essayer d'être attractif. Et si vous aviez fait que démocratiquement le choix inverse de dire non, on va faire un max de fric, on va aller vendre hyper cher des produits qui nous emmerdent, mais on s'en fout, vous auriez pu le faire. Ouais.
Ok. Quel conseil est-ce qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent, il y en a plein dans le chat qui sont en train de mettre à jour leur CV parce que ça les fait rêver. Comment on bosse dans une coopérative? Il y a des réseaux particuliers? On trouve des petites annonces chez France Travail ou non, je sais pas. Quel que soit le secteur, je pense que déjà vous pouvez vous renseigner s'il existe des coopératives qui sont à côté de chez vous. Et puis si vous en trouvez pas, créez-les. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de coopératives qui existent. Il y a un annuaire sur le site de la CGScope, effectivement. Dans le numérique, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui bossent dans le numérique dans le chat, mais en tout cas dans le numérique, il y en a beaucoup qui se développent pas mal. Et on est très content de ça, d'ailleurs. Donc ça, c'est cool. Et avec des actions, encore une fois, de coopération et de réseautage qui sont hyper importantes aussi pour nous. Voilà, donc comment ça marche? Trouver des potes et monter votre boîte, quoi. Il y a quelqu'un qui demande, bon, elle est où la douille? Non, c'est bon, ok, ça fait rêver un truc, mais elle est où la douille? Bah non, mais j'en parlais un petit peu. Il y a le lien qui a été posté dans le chat. Voilà. Sur ce site-là, il y a l'annuaire, donc l'annuaire des scopes. Lescopes.coop. Sur votre moteur de recherche préféré. Alors, je le dis pour ceux qui écoutent en podcast, c'est les-scopes, SCOP.coop, C-O-O-P. Ok, d'accord, donc ça, c'est un annuaire où vous pouvez trouver des coopératives. Non, on parlait de la douille. En fait, il n'y a pas vraiment de douille. Je disais juste tout à l'heure qu'effectivement, ça peut être plus difficile d'avoir des modèles de financement sur du capital risque. Donc, si vous cherchez des investisseurs pour des projets à haut risque, ça va pas forcément être idéal. Ouais, non, il faut parler avec des... Mais il faut parler avec des êtres humains. Si on a envie de juste être tout seul à dire « je fais ce qu'on me dit de faire », ben, du coup, moins. Alors, ça dépend. Effectivement, c'est peut-être pas pour tout le monde. Il peut y avoir des fonctionnements coopératifs quand même où tu as le droit d'aller aux AG, etc. Mais en fait, c'est quand même hiérarchisé. Ça existe. C'est pas intrinsèque au coopératif de tout le temps donner son avis sur tout. Mais a priori, on est plus. Voilà, faut. Si on est dans le fonctionnement hyper transparent comme ça, faut communiquer avec les êtres humains et puis c'est de la coordination. Donc il y a ce truc-là humain que tout le monde ne veut pas forcément. Voilà. Et félicitations au chat qui a réussi à faire planter le site. Les scopes, bravo, tonnerre d'applaudissements évidemment, bien sûr. On a planté le site. Incroyable, bravo. Putain, vous avez encore cassé Internet, merde. Ok, du coup, il y a quelqu'un tout à l'heure dans le chat qui dit, je comprends pas, c'est sponsorisé par Kiss Before, c'est coopératif, qu'est-ce que je te dis? Donc vous êtes 3. Et je vous remercie du fond du cœur, Fairness, Multi et Télescope. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus sur ce Before de Backseat.